7h30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Il recommence à pleuvoir et voilà que reprend le calvaire des occupants des cités rosifs. Dans les maisons courent des risques d'être emportés. Des raisons diverses sont avancées par les uns et les autres pour expliquer ces constructions. Chasser le naturel, il revient au galop comme on peut le soutenir dans le cas de ces 7 rebelles anciens éléments du mouvement du 23 mars qui viennent d'être arrêtés à Massissi pour tentative de déstabilisation du pays. L'année scolaire 2014-2015 s'ouvre d'ici peu et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel se lance dans la campagne de tous les enfants à l'école. Maker Mwangou Famba souhaite inscrire 2 millions d'enfants supplémentaires. Le ministre Maker Mwangou Famba lance une campagne d'inscription de tous les enfants. 2 millions d'enfants âgés de 6 à 7 ans doivent être inscrits et maintenus à l'école. Hier est essentiellement orienté vers les enfants de 6 à 7 ans prêts à être accueillis dans les écoles primaires à travers le pays. 2 millions d'enfants âgés de 6 à 7 ans doivent être inscrits et maintenus à l'école pour l'année scolaire 2014-2015. Une campagne vient pour ce faire d'être lancée par le gouvernement en partenariat avec l'UNICEF sur toute l'étendue de la RDC. Et dans le souci d'augmenter l'accès des enfants à l'école, le gouvernement congolais s'investit dans la construction de 1000 écoles d'ici la fin de cette année. Tous les enfants de tous les milieux d'origine constituent les gaz de l'avenir de la République démocratique du Congo, appelé à devenir un pays émergent dans les concerts des nations. Voilà pourquoi son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, a fait de l'éducation la priorité des priorités. Pour la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, l'objectif de l'UNICEF est de maintenir la tradition qui vise une scolarisation universelle en RDC. La campagne 2014-2015 est importante puisqu'elle se tient aussi lors de l'année de l'échéance des objectifs de millénaire de développement et notamment l'objectif numéro 2. Et je sais que le gouvernement du Congo va aller présenter ses résultats et cette bonne pratique en RDC à New York au mois de septembre. Cette échéance invite donc à tous de redoubler nos efforts pour atteindre tous les enfants, adolescents et enfants de 5 à 17 ans qui sont parfois hors du système éducatif. Il faut dire que l'expérience de porte-à-porte, ménage par ménage, dont le succès n'est plus à démontrer lors des campagnes de vaccination, sera également mise en œuvre pour la réussite de la dite campagne. La jeunesse a également attiré l'attention de la représentation de la Cour pénale internationale à Kinshasa qui a sensibilisé hier les jeunes du cadre de récupération pour l'encadrement et l'épanouissement intégral des jeunes et sur des questions relatives à la justice nationale et internationale ainsi que sur le civisme patriotique. Nous allons suivre respectivement un responsable de la CPI et l'administratrice nationale de CREIG. C'est une rencontre de plus pour montrer, exprimer les raisons pour lesquelles il y a lieu de soutenir le travail de la Cour, s'approprier la justice de la Cour pénale internationale. Et là, nous avons fait cette activité avec des jeunes en collaboration donc avec CREIG, qui est une ASBL des jeunes, pour que des jeunes comprennent également dans le civisme que CREIG défend, qu'on ne peut pas parler de civisme sans parler des questions de justice. Nous, on accorde aussi une importance capitale aux informations qui cadrent avec la justice, tant sur le plan national et sur le plan international, parce que l'objectif de la Cour pénale internationale étant d'accompagner les États partis dans l'établissement de la justice et de la paix en luttant contre les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, les génocides et consorts. Nous voulions que les jeunes dont nous encadrons et qui sont considérés comme les cadres de demain puissent être sensibilisés, puissent être informés sur le déroulement de la Cour pénale internationale. L'association du bien-être familial Naissance Désirable s'est rapprochée, elle aussi, des jeunes à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse à travers une sensibilisation des jeunes pour leur implication dans la société. L'activité s'est déroulée au siège du Programme national de lutte contre le sida.
C'est dans le souci de booster l'éveil et la prise de conscience des jeunes Congolais sur le rôle à jouer dans la société que l'association du bien-être familial Naissance Désirable a organisé au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida une matinée de réflexion en marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août chaque année. Thème choisi, investir dans la jeunesse. C'est la conscientisation de la jeunesse, leur demander plus d'engagement que ce qu'ils ont eu avant. On ne veut pas avoir une jeunesse attentiste, on veut avoir une jeunesse engagée dans tout ce qui se fait, une jeunesse engagée dans ses études, une jeunesse engagée dans sa vie sociale, une jeunesse engagée dans sa vie de tous les jours, en choisissant comportement et en évitant les pratiques qui sont à très très haut risque. Au cours de cette rencontre, un message interpellateur a été lancé et qui paraît bien pris en compte par les plus avertis. J'ai été très contente et trop émue, mais nous devions au fait pas nous arrêter seulement aujourd'hui ou nous arrêter à cette dite conférence, mais nous devons commencer à multiplier plus des efforts pour qu'il y ait beaucoup plus de débats, beaucoup plus de conférences, pour que les jeunes s'expriment. L'occasion était également pour l'ABF-ND d'honorer ses anciens présidents en leur offrant des vélos synonymes de leur contribution à la refondation de l'idéal de cette association. La saison sèche est en train de prendre fin et la pluie est de retour dans des circonstances défavorables pour des occupants des terrains escarpés exposés aux éboulements. Tel est le cas du quartier du Metz dans la commune de Ngalema où les habitants ne paraissent pas inquiétés. C'est presque une alerte. Cette pluie qui a surpris Kinshasa ce samedi dans la matinée, sans être trop en furie, mais suffisante pour effacer le dessèchement. Ce n'est pas encore la saison pluvieuse, la période que redoutent ceux qui occupent des terrains accidentés, terrains non lotis, matinée, sans être trop en furie, mais suffisante pour effacer le dessèchement. Ce n'est pas encore la saison pluvieuse, la période que redoutent ceux qui occupent des terrains accidentés, terrains non lotis, car non viables pour les services publics. Et comme dans plusieurs autres coins de la capitale, ici à Dumez, ces constructions ne sont pas des montagnes d'un tournage de film. Bien au contraire, ce sont bel et bien des habitations pour des Kinois décidés à ne plus être locataires. Si nous voyons des gens construire de cette manière, c'est parce qu'ils ont perdu leur portion de terre suite à l'érosion qui a tout ravagé. Ils sont revenus ici par manque de lieux d'habitation. J'ai fait 15 ans depuis que je suis ici et j'ai même planté le manguier et le palmier. L'eau ne nous dérange pas souvent, mais pendant la saison de pluie, nous érigeons des puits pour contenir toutes les eaux. Et comme un dictateur ôte au peuple la capacité de réfléchir, l'obstination doublée d'entêtement, on dirait opiniâtre, fait oublier tout danger. Pour le moment, la protection mon côté. Ils n'ont aucune protection parce que pendant la saison des pluies, ils n'ont pas de puits pouvant contenir toutes les eaux. C'est ce qui nous pose comme problème. C'est aussi un grand danger pour la route principale. On a protection ligolaise à ma casse. Tandis que qui vend ces terrains? Ce ne sont pas des lieux favorables pour habitation. Ici, le problème peut surgir à tout moment. Il y a des problèmes qui peuvent subvenir parce que s'il y a au moment de la saison de la pluie, il y aura peut-être beaucoup de dégâts qui vont se commettre à partir d'ici. Vous voyez que les gens ont mal très construit quand même. Vous voyez un peu l'état de la construction. Voilà, vraiment, c'est trop banal. Le service de l'habitat, qui est le service compétent, doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de la population. Sont-ils des extraterrestres? Ce sont pourtant des hommes normaux poussés par une volonté de se doter à tout prix d'un toit pour les uns et pour d'autres la résignation tout simplement dans l'incapacité de s'imaginer un jour faire face normalement aux charges de locataires.
Par contre, la réhabilitation des édifices de l'Institut national de sécurité sociale est au centre des préoccupations de la hiérarchie. C'est ainsi que le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et la directrice générale de l'INSS reviennent de Kisangani où ils ont débloqué 6 millions de dollars pour la remise à l'État de l'hôtel Congo Palace. Reportage. Les moments de trouble qu'a connu la ville de Kisangani ne sont pas passés sans conséquences, notamment avec la destruction de l'hôtel Congo Palace. Et c'est donc pour rebâtir sur ces anciennes ruines que l'Institut national de sécurité sociale a lancé le 12 août le début des travaux de réhabilitation de cet édifice en présence du gouverneur de la province orientale, Jean-Baptiste Saïdi, et des autorités provinciales. Le numéro 1 de l'INSS, Agnès Mouadnawesh Katang, justifie ici cette démarche. Certains d'entre nous se demandent pourquoi la réhabilitation de l'immeuble serait-elle accompagnée d'un si grand faste, au point de mobiliser aussi bien le ministre du gouvernement central, ceux du gouvernement provincial, qu'un nombre si impressionnant de personnalités aussi de l'État. Ceci se justifie simplement par la combinaison de considérations historiques, économiques et politiques. En effet, l'on se souviendra que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, la ville de Kisangani a toujours été le martyr qui a souffert des affres de différentes guerres qui ont détruit à la fois le tissu économique et la province, ainsi que ses infrastructures hôtelières dont Congo Palace était fleuron qui faisait sa fierté. Ces travaux s'exécuteront grâce au protocole d'accord signé entre l'INSS et la société chinoise Zegui Technique Coopération. Après nos travaux de réhabilitation, on aura un tout nouvel hôtel qui se caractérisera par le modèle et le luxe 5 étoiles. Concernant la présentation des données techniques, nous vous invitons à la visite prévue plus tard. La coopération entre les deux parties connaîtra également l'appui du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, déterminé à accompagner la réhabilitation de ce chef-d'œuvre. Ce qui justifie la présence du ministre de tutelle sur les lieux. Grâce à la bonne gouvernance de l'équipe dirigeante actuelle de l'INSS, sous notre impulsion, aujourd'hui l'INSS est debout. L'INSS honore ses engagements vis-à-vis des prestataires sociaux. Et en peu de temps, on a réussi à doubler les pensions de retraite de la catégorie inférieure. Le coût des travaux est estimé à plus de 6 millions de dollars américains et s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Réhabilitation des infrastructures immobilières, aménagement des routes. Après le lancement des travaux de modernisation du segment Bachamba-Loangue sur la nationale numéro 1, une équipe de la Banque africaine de développement a effectué une mission d'évaluation pour la route Chikapa-Kamwisha. La délégation a rendu compte de sa mission au ministre Fridolin Kaswechi. Élisée Bilunda. Cet échange est une restitution de la mission d'évaluation effectuée par les experts de la Banque africaine de développement en compagnie de la cellule infrastructure, organe technique du ministère en charge de ZITEPER et l'Office des routes. Il était question de mener des études pour l'aménagement de la route Chikapa-Mbujimai sur la nationale numéro 1, section Chikapa-Kamwisha. Cette descente sur terrain a permis aux experts de la BAD de déterminer la faisabilité de ce projet qui permettra également de réhabiliter les infrastructures de base, notamment les pistes rurales. Une fierté pour le ministre de tutelle, Fridolin Kaswechi Musoka. Après qu'on ait suivi attentivement la mission qui a effectué cette restitution, nous avons retenu des éléments essentiels. C'est que c'est une route d'intégration nationale qui permettra une meilleure cohésion nationale et un brassage entre cultures et donc plus d'innovation et plus d'harmonie. Cette route, pour être prise en charge, doit pouvoir avoir tout au long des zones qu'elle traverse des activités productives.
la production, c'est essentiellement l'agriculture dans notre pays. L'agriculture est mieux desservie quand la route est en bon état. Voilà qui explique la présence de Jean Chrysostome Vahamouiti, ministre en charge de l'agriculture, à cet échange. Nous avons eu une bonne discussion avec les experts de la Banque africaine de développement venus de Tunis et avec leur bureau national sur un nouveau projet d'infrastructure intégré à la relance de l'agriculture. Et c'est la spécificité de ce projet-là, donc de Chikapa à Kamwesha sur 87 km. Les experts de la BAD qui ont participé à la mission présenteront le projet d'aménagement de la route Chikapa-Mbujimayi, section Chikapa-Kamwesha, au conseil d'administration de cette institution financière africaine pour approbation. Du Kasaï occidental au Nord Kivu, l'armée a mis la main à Massissi sur 7 rebelles anciens de M23 commandés par un capitaine de l'armée rwandaise qui tentait de reprendre les armes pour déstabiliser de nouveau la RDC. Des hors-la-loi qui ont été transférés à Goma et présentés au gouverneur Julien Paluku. Patrick Sialoura. Capturés dans le Massissi, c'est cette rebelle dirigée par un capitaine de l'armée rwandaise. Mais ces gars pas si innocents avaient pour mission de baliser le terrain avant l'arrivée d'autres commandos de l'ex-M23, réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Mais pour le gouverneur Julien Paluku Kahongya du Nord Kivu, jamais quiconque ne déstabilisera plus sa province. Et je salue la complicité actuelle entre la population, les services de sécurité, nos forces armées et la police. C'est grâce à cette complicité qu'on a pu mettre la main sur ces bandits que vous venez de voir. Il y a des gardes-corps, des anciens éléments du M23. Il y a des gens qui ont été formés dans l'armée rwandaise, notamment celui-là, Gapassi. Il a été formé dans l'armée rwandaise. Il a un rang de capitaine dans cette armée rwandaise et il s'est retrouvé dans les Massissi avec des armes. Je profite de ce moment ici pour appeler toute la population du Nord Kivu à demeurer solidaire, qu'ensemble avec les forces armées, nous ne puissions plus jamais laisser passer un seul élément dont l'objectif est de devoir s'aimer encore une fois désolation et mort dans notre province. Le message du gouverneur Julien Paluku Kahongya est plus que clair à certains pays de la région des Grands Lacs qui ne comptent que déstabiliser le pays de Lumumba. Garde à ceux qui pensent encore qu'ils peuvent faire de l'aventure au Nord Kivu. Les forces armées sont aguerries. Le fait d'avoir été humiliés plusieurs fois, cela a permis à nos forces armées de se décider pour la dernière fois et dire plus jamais l'humiliation. Vous l'avez vécu avec les M23, vous les vivez aujourd'hui avec les rebelles EDF Nalou. Donc c'est dire qu'un petit mouvement rebelle qui va naître à gauche et à droite sera neutralisé à la minute où on sera informé qu'elle est en train de naître. C'est ça le message que je dois transmettre à toute la population du Nord Kivu et à tous ceux qui m'attendent, qu'ils soient dans la région des Grands Lacs ou ailleurs. Visiblement affaibli car atteint par balle lors de son arrestation, le capitaine Gapas affirme que le pays de Paul Kagame prépare une autre rébellion à partir de son sol pour réattaquer le Nord Kivu selon ses propres termes, et sa bande constituait une équipe d'avance de cette rébellion. Depuis Goma, Mumbere Patrick Sialouha pour Biwan. En Ituri, c'est la fraude du café qui bat son plein, 4 à 5 000 tonnes exportées annuellement en Ouganda chaque année, d'après une étude d'experts soutenue par l'ONG belge VECO Congo. La RDC ne bénéficie que de moins de 100 tonnes de production de café de l'Ituri, selon l'un de ses experts, Justin Joël Binmaraiki, pour la correspondance. Dans un communiqué de presse rendu public ce vendredi 15 août, les SIDOP contestent et dénoncent en même temps la complicité de certains agents de carrière publique dans la pêche illicite sur le lac Édouard. Ils citent certains éléments FARDC, certains agents de l'Agence nationale des renseignements, ainsi que d'autres agents du service de l'agriculture, pêche et élevage basés dans les zones riveraines du lac se trouvant dans les territoires de Lubero et Rotubro. En outre, cette ONG qui lutte pour la protection de l'environnement affirme qu'on a même affaire à des récidivistes qui ne font que détruire la nature en toute impunité. Elle cite nommément un certain Mouratoussi de la Grippel ainsi que M. Arma de l'ANR. Les SIDOP regrettent que ces deux hommes ainsi que tous leurs acolytes continuent à se promener impunément. Cette structure de défense des droits des écosystèmes exige au ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage de la province du Nord Kivu d'instruire les inspecteurs territoriaux à cesser d'envoyer les agents dépourvus de la qualité d'OPJ sur le lac. Elle
Elle demande également aux instances judiciaires de se saisir des dossiers des auteurs de la pêche illicite et de les sévir conformément à la loi. Enfin, les SIDOP invitent les populations riveraines du lac à cesser la pratique de la pêche dans des frayeurs et à respecter la législation en matière de pêche. Patrick Kitema, Butembo, Biwan. Puis il y a cette douloureuse séparation. C'est hier que la révérende pasteur Prospérine Esther Kisimba Mwamba Mikombe a été conduite à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel à l'Antsele après l'exposition du corps à la cathédrale du centenaire protestant Fezamika. Consternation, vive émotion lors de la levée du corps de la révérende pasteur Kisimba Prospérine Esther. Elle avait choisi la bonne part, servir le roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel l'a rappelé auprès de lui le samedi 9 août. Son voyage ici sur terre a été plein. Du vivant de son époux, le bâtonnier Kisimba Ngoy, elle fut la campagne d'un soutien sûr, mère qui a su pourvoir à la nation des cadres dignes tels que le ministre honoraire Maj Kisimba Ngoy. Toute sa force, assurément, lui était renouvelée chaque matin en tant qu'épître vivante. La grande image qui ne s'éteindra jamais. La révérende pasteur Kisimba Mwamba Mikombe Prospérine Esther n'a pas lâché sa main de l'étendard divin. Dans les champs du Seigneur, pour prêtre les brebis, la mission évangélique de Jésus-Christ au Congo, où elle en a été la représentante légale, a été grandement bénie. Heureux ceux qui procurent la paix, comme au ciel, la terre lui aura aussi reconnu les qualités d'ambassadrice universelle de la paix. Et comme l'Apocalypse 14:13 le dit, les anges s'écrient de la révérende pasteur Kisimba Mwamba Mikombe Prospérine Esther, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur Biwan Télévision. Bon dimanche à tous.